Rock the arrest. ومش يا سلام يشهد مقسم طندواك تمور ذا تمور ثان. Bienvenue dans un nouvel épisode de Rock the Hours, animé par moi-même Mona et Inès, et aujourd'hui on va parler de mariage. Et donc Mona, pourquoi on a choisi ce sujet ? Bah écoute Inès, comme nous sommes curieuses, on s'intéresse beaucoup à la culture et à la tradition de notre pays surtout, et de la région Chaoui. On partait dans des mariages et on assistait à des événements. On se posait toujours la question pourquoi ça se fait comme ça et pourquoi ça ne se fait pas d'une autre manière. Il y a toujours deux réponses qui se répétaient. Il y a toujours deux raisons, deux raisons. Sons de cloche totalement voilà, c'est ça. Contradictoires des fois. Ouais. Enfin, il y en a qui disent que ça a toujours été comme ça. Et on préfère continuer à perpétuer ces traditions de cette manière. Et il y en a qui disent que, en fait, les choses ont changé et avant c'était beaucoup plus simple et on ne sait pas d'où ça vient ou peut-être moins codifié peut-être. C'est ce qu'ils disent, c'est qu'il y avait moins d'étapes et c'était moins codifié. Il y avait moins de protocoles, moins de pression, moins de tout ce qui se passe, d'obligation, ouais, c'est ça. Moi, j'ai demandé à quelques personnes qu'est-ce que le mariage chaoui leur évoquait. Quelles sont les spécificités d'un mariage 100% chaoui ? C'est bien sûr le melhfa, incontournable, les bijoux chaoui, incontournable, la musique chaoui, incontournable, le baroud, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et aussi la nourriture ziraoui. Ziraoui, my god, la base ziraoui. Je dirais que le mariage chaoui se distingue de deux choses par rapport aux autres mariages. Un, les fusils, les cortèges, et deux, rahaba fillel. Je crois que c'est les deux trucs qui font qu'un mariage chaoui n'est pas le mariage autre. Le bendi, le rahaba, le baroud, ça j'adore. Personnellement, je trouve que c'est des mariages simples. Pas besoin de protocole. Tu peux être décontracté. T'es assez à l'aise. Donc, comme tu vois, il y a deux choses qui se répètent. C'est la simplicité, le bendir, et le baroud, donc ça fait 3. Et on va voir est-ce que ça a toujours été le cas ou pas. Oui Inès, mais après, ce qui est bien en fait dans cette intervention, c'est que toi tu es partie sur le terrain, tu as eu des personnes, tu as discuté avec certains, et tu as eu, on va dire, des informations beaucoup plus authentiques. Ouais. Moi, je me suis un peu, on va dire, plongée dans les lectures, dans les recherches, et il y a pas vraiment une grande différence entre ce que toi tu vas présenter là tout de suite et ce que moi j'ai trouvé, mais on voit que ces différences sont basées dépendent des classes sociales. Oui, déjà il faut savoir que la classe sociale, c'est un truc qui existait selon la richesse de la famille. Mm-hmm. Et pour les mariages, disons que les gens ne se mélangeaient pas forcément entre les classes. Oui. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, par exemple, une fille appartenant à une famille maraboutique ne va jamais épouser quelqu'un qui n'en fait pas partie. Du coup, elle peut même rester sans mariage jusqu'au moment où elle trouve quelqu'un de son milieu. Oui, donc l'histoire que j'ai eue donc, sur le déroulement d'un mariage, etc., m'ont été données par une personne qui est originaire de la région de Harris. Mm-hmm. Donc ça peut effectivement changer d'une région à une autre, d'une tribu à une autre. C'est pas... Effectivement.
Ouais. Et la première chose importante, c'est que les filles, donc l'âge du mariage, et les filles, on les mariait assez jeunes, c'est-à-dire dès la puberté. Oui, c'est exactement ça. Chez les Chaouis, contrairement chez les autres, on va dire, dans les autres régions, kabyles ou arabes ou autres, la fille, en fait, elle est mariée très très jeune. Après, il y a plusieurs raisons, en fait, qui poussent le père on va dire, à se détacher de sa fille. La raison qui a été invoquée, c'était par rapport aux soldats français, parce qu'ils avaient peur, si jamais elle se faisait violer par un soldat français, ben, qu'elle soit enceinte, etc. Donc ils préféraient les marier jeunes, c'était la raison. Je sais pas Il y si a toi, tu as aussi, d'autres raisons. Enfin, il y a aussi, ça pourrait être aussi des raisons financières par rapport à la situation de la famille. Il y a la pauvreté, il y avait la pauvreté, et les parents pouvaient, voudraient peut-être alléger leurs charges, on va dire financières, et voudraient alléger leurs responsabilités par rapport à cette fille. Ça sera en mode un de perdu, 10 euros de retrouvé, tu vois. Du coup, il va se sauver un peu, on va dire. Donc déjà, faut que les auditeurs comprennent une chose, c'est que moi j'ai une version très simple, très simplifiée de la chose, et que ce que toi tu as trouvé, c'est un rituel, on va dire, plus codifié, plus complexe, avec plus de Je règles. sais. Oui, voilà, avec plus de règles, mais après, peut-être comme c'est basé sur des recherches, tu vois, ces chercheurs-là sont partis sur le terrain, ils sont pas partis pour rien, du coup, j'imagine qu'ils sont partis presque dans toute la région Chaoui pour recueillir un maximum d'informations. On a parlé, donc l'âge, c'est dès la puberté, et première étape, premier contact entre les deux familles, c'est le khutba. Oui, et je pense que les étapes du mariage sont presque pareilles dans toute la région Chaoui. Elles sont principalement trois, selon ce que j'ai trouvé. Ça commence par le khutba, ça pourrait aller vers le henné, dans certaines familles, et ça finirait par le mariage. D'accord. Parce que moi, on m'a pas parlé de henné, mais ça, on va y revenir après. Donc, première étape de la khutba, déjà, avant d'y aller, avant d'aller demander la main de la jeune fille, ils envoient une femme ou une connaissance de la famille pour leur dire, voilà, il y a telle personne qui sont intéressées par votre fille. Est-ce que vous accepteriez ou pas? On n'y va pas à l'aveugle. On tâte le terrain avant. Oui, bien sûr, ça commence toujours par... généralement, c'est le Chaoui qui va peut-être être intéressé par une fille. Il va en parler à son père ou à sa mère ou à une personne âgée de la famille. Et pour, on va dire, lancer la procédure de négociation pour les pousser à aller vers la fille et vers la famille de la fille, demander sa main, essayer de négocier, au fait, on va dire, si ils acceptent de s'unir à leur famille. Et à partir de là, je sais pas si dans toutes les régions c'était comme ça, mais à partir de là, il y a la condition, en fait, qui se... Charte. Oui, voilà. Donc, quand on va demander la main de la jeune fille, donc après avoir prospecté, on est sûr qu'on va être bien accueilli, tout. Match bio à l'avance. Donc, tu as la mère. Oui? Ça pourrait ne pas être un match bio, hein, parce qu'une fois là-bas, certains pères pourraient refuser cette union, quoi. Je ne sais pas. Peut-être. Après, je ne sais pas. Donc, après, tu as les femmes de la mère du marié, plus ses tantes, donc des personnes d'un certain âge. Il n'y avait pas de jeunes filles, il n'y avait rien de ce genre-là. Elles vont chez la mariée, elles sont accueillies, elles savent déjà qu'ils vont venir. Et bon, il n'y a pas de... Elles y vont comme ça, tu vois, les bras vides, les mains vides, blataille. Voilà. Blataille directement. Et les femmes les accueillent avec un café. D'accord, ni café gâteau, sec.
café sec, peut-être des dates maximum, tu vois, genre. Mhm, mhm. Mais sinon, c'est un café, et puis ça se passe, voulez-vous nous donner votre fille? Oui, on vous donne notre fille. Voilà, rendez-vous dans 15 jours, 10 jours pour le mariage. Et justement, en fait, la durée de l'Artouba, elle dure combien, en fait? Parce qu'il y en a qui disent que la durée, ça peut être un CDI, c'est un contrat indéterminé. Parce que parfois, ça peut durer des années et parfois quelques jours. Certains, enfin, ils promettaient la main de leur fille dès leur naissance. Du coup, Oui, euh, du coup, ça pouvait durer, on va dire, 12 ans ou 15 ans, comme ça peut durer quelques heures ou 15 jours. non, en vrai, si tu promets la main de... En fait, dès la naissance, les gens avaient ce côté, ta fille, elle sera pour mon fils qui vient de naître, tu vois, il y avait ce côté, ou bien si mon fils a 5 ans et toi tu viens d'avoir une petite fille, on s'entend bien, on est potes, on va se dire, on va marier nos enfants. Ouais, mais ça se passait aussi entre familles, c'était Oui, oui, Bni Ammis, quoi. oui, oui, non, mais ça c'était, si tu veux, ça c'est un trait commun, je pense que entre toutes les cultures d'avant, même que ce soit occidentale ou algérienne ou tout ce que tu veux, je pense que ça c'était vraiment la base, quoi. Mhm, mhm. Et du coup, après la khutba officielle, entre parenthèses, quand on va vraiment dire, voilà, on veut se marier, il y a un laps de temps qui est d'une dizaine, quinzaine de jours, c'est tout. Mhm. On a Oui, cloche. oui, Manatlouche, c'est Oui. exactement ça, parce que les gens, généralement, n'attendaient que ça. Du coup, autant le faire le plus rapidement possible. Mais après, il y a aussi l'accord qui est important, en fait. Ils annoncent l'accord. Lorsque l'accord est donné, ils l'annoncent. Et c'est à partir de là que dans certaines familles, le chaoui pouvait aller voir sa fiancée, pouvait la rencontrer pour la première fois en lui offrant un bijou. Oui, mais C'est, c'était... alors, pour ce qu'ils appelaient, Tani, choufa. oui, c'est choufa, mais cette choufa-là pouvait être, on va dire, il y a la présence de la belle-mère qui est importante. Oui, oui, Et chaperonné. voilà, c'est ça. Et le bijou va être, on va dire, transmis à la mariée par le biais de la belle-mère. Hmm. Ça, c'est Et dans le moi, on m'a cas, dit que on va, c'était un mqyas en argent. oui, c'est le mariage qui est très Hmm. symbolique. C'est un bijou très très symbolique dans la région Chaoui. Et en plus, ça, on va dire, ça marquait, on va dire, le début des fiançailles. Oui, certains n'approuvaient pas on va dire, cette action de donner à une femme, de lui offrir un bijou pour Pourquoi? annoncer leur union, parce qu'ils trouvaient ça comme c'est un gage qui marque, on va dire, qui marque le doute et qui marque que la personne n'a pas confiance en fait. Genre, elle voudrait être sûre que la fille lui a été attribuée. Et pour charte, donc la dot, ou est-ce qu'ils doivent donner à la mariée, eh ben en fait, c'est comme si les parents de la mariée n'exigeaient rien. Si jamais le marié avait quelque chose à donner, ben, marhaba, Mhm. merci. Mais sinon, il y avait pas, il n'exigeait rien. Il n'exigeait pas quelque chose en particulier. Oui, mais Inès, dans certaines, justement, parce que là, ça dépend aussi de la classe sociale. Oui, 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 des moyens des La familles. dot, qui est Hiselmites, je ne sais pas Hmm. si je l'ai bien prononcé, je fais des efforts quand même. Elle est très très importante chez les familles un peu aisées. Ça peut être, on va dire, des palmiers, ça peut être du blé, du bétail, des bijoux, comme ça peut être aussi du tissu, quoi. Mais est-ce qu'il y avait, est-ce que les mariés, enfin les parents de la mariée exigeaient quelque chose ou c'était vraiment le marié qui donnait parce qu'il voulait montrer ses moyens, sa fortune et que c'était beaucoup plus pour sa réputation à lui qu'une Certains, exigence de la part de la femme. par exemple, dans le livre de Mathia Gaudry, Mhm. elle mentionne bien que c'est obligatoire. C'était obligatoire qu'on, qu'on donne on va dire, une dot à la future mariée. C'est important.
qu'on donne une dot, c'est sûr, mais est-ce que c'est la mariée qui va exiger certaines choses ou bien c'est au bon vouloir du marié et de ses moyens? Franchement, je ne sais pas. Moi, Ouais, la question se pose. Je pense que c'est plutôt le... Je pense que c'était quelque chose de, on va dire, de naturel. C'est obligatoire, c'est présent. Donc, c'est au mari de voir jauger. qu'est-ce qu'il peut, voilà, de jauger, de voir qu'est-ce qu'il peut offrir ou pas. Après, déjà, au début, au moment de la khutba, les familles savent déjà, ils connaissent déjà le niveau, on va dire, le niveau social du mari, et ils savent s'il peut ou pas. Du coup, dès le départ, s'ils veulent vraiment que cette union ait lieu. Oui, voilà. Ils vont, dès le départ, on va dire, lui faciliter les choses. S'ils sont contre, dès le départ, ils vont lui dire salam alaikum. Ouais. Et donc, pendant le laps de temps entre le khutba et le mariage en lui-même, est-ce que la mariée doit faire quelque chose ou pas? Oui, pendant cette période, elle prépare son shora, son trousseau. Oui, c'est pendant cette période, il y a la préparation du trousseau. Parce que certains disent que dès la naissance de la fille, on commence à lui préparer son trousseau. Et j'imagine que c'est des choses, on va dire, qui se préparent par rapport au drap, par rapport au rideau, par rapport... Le fellage. Le fellage, quoi. Mais c'est des choses vraiment simples, hein, parce qu'avant, ils savaient pas où elle pouvait atterrir, on va dire. Après, pendant la période des fiançailles, il y a le père de la mariée, il y a aussi le mari qui vont lui offrir des tissus. Et dans des familles aisées, généralement, c'est des tissus en soie de couleur vive et claire. En fait, c'est ce qui faisait à l'époque, c'est ce qui faisait la différence entre une famille aisée et une famille, on va dire, plutôt modeste. Donc le tissu, la qualité du tissu et la couleur faisaient la différence. Et avec à partir de ces étoffes qu'on lui offre, c'est à partir de ça on va dire qu'on va confectionner les costumes du mariage et les robes du mariage. Mais ce qui est impressionnant, en fait, à ce moment, les gens avaient décidé que le couturier allait chez eux. Du coup, le couturier, on le choisissait, c'était un professionnel. On lui demandait de venir chez nous. Donc, ils hébergeaient le couturier. Bah oui, le temps qu'il prépare le trousseau. On le privatise. Et c'est qui le privatise? C'est le père mari de la fille? Ah, c'est le mari. C'est le mari, parce qu'il va aller chez le mari. C'est chez le futur époux. Il va rester chez eux, il prend avec lui sa machine à coudre. Il va préparer tous les costumes. Et c'était interdit qu'un bout de tissu tombe dans les mains d'une personne malveillante, parce que voilà, c'est à ce moment-là que... Je pense que c'est pour ça qu'ils l'hébergeaient chez eux, pour être sûr des personnes qui vont toucher, qui vont voir les tissus et le costume en préparation. Oui, c'était vraiment... C'était une prudence, c'était de la protection pour éviter toute sorcellerie à l'encontre de la femme, généralement. Moi, je pense que c'est aussi par rapport à la fécondité, à la fertilité de la femme. C'était important de la protéger jusqu'au bout. Donc, oui, un élément important du trousseau de la mariée, donc on a dit c'était le fellage, les tissus, etc. Et ça va dépendre, comme tu as dit, des moyens des familles. Donc s'ils peuvent se permettre un couturier qui vient chez eux, etc., je pense qu'ils vont le faire. Mais la fille, elle doit avoir la broche, l'oga, qui sert à attacher le châle. Il y a la broche, oui. Et il y a aussi le mqaïs. Le mqaïs, aucune shawiya, je le dis, enfin... Je le dis parce qu'on me l'a dit, et je le dis parce que je l'ai lu aussi, et je le dis parce que j'aime ça. Aucune shawiya ne pouvait traîner dehors ou à la maison sans mqaïs. Il fallait vraiment qu'elle ait au moins une paire de mqaïs. Et dès le plus jeune âge, c'est le cadeau que ses parents lui faisaient. Lui faisait, oui. Mais après, le choix des mqaïs dépendait vraiment de la mode de l'époque.
à un moment donné, c'était des mqaïs un peu fins, un peu, on va dire, simples. Et parfois, c'est plutôt des mqaïs larges, avec des motifs différents. Et Donc, ça dépendait vraiment de ce que les marchands leur proposaient. de l'époque. Voilà. Et on arrive donc 3 jours avant le mariage et à la cérémonie du henné. Oui, à la fête du henné. Et il faut dire que la fête du henné n'est pas célébrée chez tout le monde. Par exemple, moi, on m'a dit que ça se faisait pas. Ils faisaient pas ça. Ça, je ne sais pas, oui, c'est possible. Ça m'étonnerait parce que je pense que le henna, c'était quelque chose de très important. Peut-être qu'elle le faisait, mais il n'y avait pas de cérémonie autour de ça, tu vois. Oui, peut-être possible. Parce que j'ai insisté sur ça. Ça m'a semblé un peu bizarre aussi, parce que c'est quelque chose qu'on voit dans tous les mariages. C'est quand même une étape importante aujourd'hui. C'est une étape importante, oui. Oui, et du coup, j'ai vraiment posé la question. J'insistais sur ça. Il n'y a pas le henné, c'était non. Oui, pas parce que la question du henné est cruciale. Et célébrer ça, le fêter, c'était aussi important. Il y a aussi les tatouages. N'oublie pas que à l'époque, les femmes chaouia se faisaient tatouer pour célébrer des événements, pour annoncer une naissance, pour annoncer un mariage, pour annoncer une liberté aussi, enfin un divorce, je veux dire. Libération. Je tenais. Et donc le henné, moi je pense que ça faisait partie, on va dire, c'était un maquillage pour elle, c'était un moyen de se faire belle, de se faire belle, oui, de se faire belle, de prendre soin d'elle, de se préparer pour le grand jour. Oui, mais je t'ai dit, ça se faisait, mais peut-être qu'il n'y avait pas, c'était pas un truc cérémonial. Ça se faisait dans la préparation pour le mariage. Et du coup, donc la cérémonie du henné, quand ça se faisait comment? Ben, chez certains, ou comme ça a été attesté dans certains livres et articles, c'est la famille de l'homme qui se déplaçait vers la maison de la future épouse. Ils partaient en cortège. Ils étaient, ils sont généralement avec des femmes, avec des invités, des enfants et surtout des groupes de rahaba, des bendir. Généralement, il y a le bendir, il y a le zorna et il y a le baroud ou les coups de feu qui sont toujours présents là chez les chaouis. Il y a le bishtola là comme l'appelle Jamal Sabri. Pour annoncer à la femme qu'on est là, qu'on arrive. Les femmes portent des chocolats et elles portent aussi des tasses en argile dans lesquelles on mettait le henné. Donc il était déjà préparé. Voilà, oui, ouais. Il est préparé au préalable avant d'arriver chez la femme. Et dès qu'ils sont là, ils commencent à annoncer des coups de feu, des you-you pour annoncer leur arrivée. Et comment ils préparaient le henné ? Ça, je ne sais pas. Moi, je sais qu'à Batna, par exemple, le henné se prépare à partir de la poudre du henné, un peu de sucre pour que leur vie devienne sucrée. De la fleur d'oranger. De l'eau de fleur d'oranger. Oui, de l'eau de fleur d'oranger. Mazhar. Pour le zhar. Voilà, c'est tout simple. Après, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas si on offre quelque chose à l'époque. Je pense qu'ils offraient quand même
un bijou ou peut-être une Louisa, Oui, parce que peut-être. comme on voit maintenant, quand ils font le henné, ils mettent un petit louis d'or Oui, voilà, une Louisa ou au-dessus. d'or Mm. au-dessous. Après, on l'étale avec le henné, je sais pas pourquoi. Dites-nous, peut-être nous on est un peu loin de ça. On l'apprend. Non, mais je pense que ça se faisait pas avant, mais peut-être c'est venu par la suite. Ouais, peut-être. Parce que pour moi, les chaouis, ça reste l'argent. Je ne suis pas très sûre. On m'a toujours dit qu'il y avait l'argent, il y avait aussi l'or. Moi aussi, je le pensais parce qu'on sait ce qu'on voyait souvent sur les photos et enfin, C'est-à-dire nos que nanettes, le quoi, elles plus portaient ça. commun, c'est l'argent. Oui, c'est ça. Mm. Après, ça De dépend toute aussi. En fait, façon, je tiens à c'est... préciser qu'on fera un épisode sur les bijoux. Ah oui, les bijoux, Sur les... c'est le sang de la veine. Donc ne vous inquiétez pas si on passe un petit peu rapidement sur les bijoux parce qu'on va y revenir, un épisode consacré uniquement à cela. Bien sûr. Donc ils arrivent, ce petit cortège arrive, s'annonce bruyamment. Oui, et là, c'est la maman, en fait, de la femme, de la future épouse, qui va lui appliquer le henné sur ses mains. D'accord. Et ce qui restait du henné, il le partageait avec les femmes et les filles qui restaient à attendre que Donc ça les se jeunes passe, quoi. filles... Les jeunes filles et les femmes, enfin aussi les personnes présentes, quoi, toutes les personnes présentes. D'accord. Entre-temps, il y a le père de la mariée qui sort de la maison et qui distribue des dates et le atmin. Tomina, il distribue, enfin de la tomina, il la distribue à tous ceux qui restent à côté de la maison à attendre. Une fois que c'est fait, une fois que le henna est fini, la famille de l'homme, il va retourner chez eux en lançant aussi des youyou et des coups de feu pour marquer que ça a été fait. Mission accomplie, on rentre chez nous. Par contre, on continue la fête jusqu'au lever de soleil, jusqu'au D'accord. lever du jour. Ok. Est-ce qu'il y avait un menu en particulier pour cette soirée? Je Couscous. pense que c'était que de la berboucha. Voilà. Ça, c'est couscous Déjà, ou berboucha, chouchoura. c'est... Ouais, la chouchourte ou berboucha. Voilà, le henné, c'est bon. C'était 2-3 jours avant le mariage. Certains font ça, oui, 2-3 jours, peut-être la veille du mariage aussi. Après, c'est vraiment on va dire, c'est les 2 jours avant le mariage. Ça peut pas être une semaine avant ou 15 jours avant. Genre, fallait vraiment De que ça toute soit... façon, t'as une semaine, t'as 10 jours, 15 jours pour Oui, le mariage. déjà, Malik Shelwar, t'as pas le temps pour le... Ouais, t'as pas le temps. Donc, la veille du mariage, chose importante, c'est Ngif. La veille, Ngif. Ngif, ça parle de la Negafa, là? Oui, ça s'appelle D'accord. Ngif. L'action en elle-même, c'est Ngif. Et D'accord. donc, Ngafa, c'est les personnes qui viennent. Donc, automatiquement, la veille du mariage, on a quelques personnes du côté de l'époux. Généralement, c'est des personnes âgées qui viennent passer la nuit chez la mariée pour le lendemain partir avec elle. Et on appelle ça Negafa. Et on leur D'accord. offre un dîner. Enfin, c'est une soirée de fête, en fait. Une sorte... C'est une gafate comme une sorte de habilleuse, quoi. Je dirais pas habilleuse, je dirais plutôt une escorte, parce qu'elles viennent passer la nuit pour le lendemain repartir avec. Mais si tu veux, elles passent la nuit, elles mangent. Il y a une petite fête. C'est la petite fête qui va se faire chez la mariée. Et les GAFA, elles sont présentes, ils font un couscous. Il faut savoir que le repas de fête chez oui, c'est couscous zirewi ou bien cherchoura zirewi. Mhm. Et voilà, donc ça c'est la veille du mariage. Et le lendemain, on a le cortège qui vient chez l'époux, donc avec l'époux, etc., avec Bendir, ils viennent à pied. Parce qu'on est dans un petit village, tout le monde se connaît, donc ils viennent à pied. Pour chercher la mariée. Et là, la mariée, elle sort de chez elle avec un Ngafa. Ouais. Et Sa cette famille. Ngafa, elle est choisie par qui? En fait, c'est si tu veux, ça va être la mère, la grand-mère, les tantes, c'est pas... D'accord.
Tu vois, Parce que chez certains, la personne qui s'occupe de la sortie de la mariée, elle est choisie par le père. Et selon certains, on va dire, chercheurs, ça pourrait être une azria, parce que à l'époque, avoir une azria dans son mariage, c'était un truc de ouf, quoi. Genre, tout le monde voudrait avoir une azria dans son mariage. Genre, elle est là, elle est présente, elle te fait sortir, c'est elle qui s'occupe de ton costume, c'est elle qui décore ton costume, c'est elle qui prépare tes cheveux aussi. Et généralement, les cheveux, on les imbibait de zit zitoun. C'était de l'huile d'olive. T'arrives genre chez ton vraiment mari, fortement parfumée. T'arrives chez ton mari, t'es huileuse. T'es huileuse, t'es fortement parfumée À de l'huile d'olive. zit. Voilà, c'est à l'huile d'olive. Tes cheveux sont tressés, t'es belle, quoi. T'es toute en beauté. Non, mais ça je sais pas parce que moi, la préparation, c'est une affaire de famille. Donc, c'est sa famille qui l'aide à se préparer. On va pas parler d'huile d'olive, mais en même temps, peut-être que je vais redemander. Peut-être que ça... Des fois, tu sais, et c'est ça aussi que j'aimerais dire, c'est que quand tu poses des questions aux gens, il y a des choses qui leur paraissent évidentes. Donc, ils oublient de les mentionner. Oui, c'est sûr. Pour eux, Et c'est pour ça qu'il faut, des fois, il faut insister, parce que nous, tu me dis, je vais te mettre de l'huile d'olive dans tes cheveux le jour de ton mariage. Bon, je t'avoue que j'ai une petite hésitation, tu vois. Écoute, allez, enfin, on ne sait pas, peut-être il y en a qui le font toujours, mais... Oui, j'imagine, mais c'est juste, tu vois, c'est pas le truc le plus évident. On n'y pense pas. Oui. Après, il y a plein de choses, en fait, ça se passait pas que ça. Il y avait le khoul aussi, il y avait le musc, il y avait la rose, Swag. il y avait swag, il y avait... tu sais, le make-up de l'époque était simple, mais efficace aussi. Bah, aussi, c'est les codes de beauté de l'époque, on va pas se mentir. Oui, mais elles étaient belles quand même. Oui, mais tu sais, entre parenthèses, swag, bon, hein, aujourd'hui, c'est un peu... T'as pas envie de le faire. Eh, Non, arrête de me juger. Peut-être que oui. Et donc, ils partent. Après, t'as le cortège, donc ils viennent récupérer la mariée. Tout se faisait à pied. Elle sortait de chez son père. Il n'y a pas de personne en particulier qui la sortait, donc elle sort comme ça. Il y a sa famille qui l'accompagne chez son mari. On leur offre un repas. Il y a le repas de mariage, donc il y a vraiment le bendir. Tu vois, il y a une petite fête quand même. Hein, c'est oui, pas, bien sûr. Après, donc après le repas, après avoir dansé, chanté, etc., la famille de la mariée rentre chez elle. La jeune fille, donc nouvellement mariée, reste chez sa belle famille et elle n'a pas le droit de revoir sa famille ni de leur rendre visite pendant toute une année. D'accord, donc elle était vraiment en sevrage. C'est le sevrage. On D'accord. l'apprend, elle va la sevrer pendant une année, elle doit oublier tout son passé. Oui, mais Non. c'est pas étonnant, mais ça reste, on va dire, spécifique à une classe sociale modeste, parce que pour une, on va dire, une famille plus aisée, la cérémonie du mariage est très très importante. C'est là, au fait, où on peut montrer ce qu'on a, où on peut montrer la famille de sa fille, en fait, la future famille de sa fille, la belle famille, ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent, ce qu'ils peuvent faire pour notre fille, ce qu'ils peuvent offrir pour notre fille. Donc Kodorat. Kodorat, oui. C'était vraiment de la... Du show. J'allais dire un trait. J'allais dire un trait. Donc, déjà à l'époque, pour cette classe sociale, on va dire, je sais même pas pourquoi j'insiste sur la classe sociale parce que c'est important. C'est à partir de là qu'on voit la différence. Par exemple, le jour du mariage, il préparait à l'intérieur de la maison, il préparait ce qu'on appelle le erdouf et le sakou.
Le herdouf, en fait, c'est un gros sac sur lequel on dessinait des cercles de couleurs variées. On le remplissait de dattes grasses, comme des gletnour, des noix, de la viande séchée, il y a les œufs durs aussi et des graines de pain. Du blé. Du blé aussi. Du blé, généralement, on le mettait aussi dans le sakou. Le sakou, ou bien le hillis, c'est ce qu'on appelle en chaoui. C'est comme ça qu'on l'appelle en chaoui. Mais je pense qu'il y a une différence entre les deux parce que le premier, il restait à la maison et le deuxième, on le mettait sur le dos du mulet. Le mulet qui transporte l'épouse chez son mari. Elle part pas à pied. Non. Ta mariée, elle part pas à pied. Elle a une Pathfinder qui la transporte chez elle tranquillos, ça va pas? En fait, je voudrais juste faire une petite remarque pour les auditeurs, c'est que on a notre compte Instagram et on essaiera de vous mettre des photos, comme ça vous allez pouvoir voir de quoi on parle. Oui, c'est important des de voir... illustrations, des photos, donc comme ça vous allez joindre à l'imaginaire des vraies photos de ce dont on parle. Donc elle prépare et donc l'herdouf, on peut le trouver pour célébrer, on peut le préparer pour célébrer différentes fêtes. On le prépare généralement aussi pour la circoncision, pour la naissance aussi d'un enfant et pour le mariage. Après, le jour du mariage, il y a la famille de l'époux qui vont tous venir en marchant. Cortège. Oui, c'est un cortège, toujours avec le bendir, toujours zahwa. Bendir, gaspa, zorna, les coups de feu, ils sont là en mode... on est là. On est là. Et en fait, une fois que la famille de l'époux est arrivée, le père de la mariée, il choisit une femme. C'est généralement une azriya. S'ils ont de la chance, c'est une azriya qui va la faire sortir en portant le trousseau sur son bras droit. Le bras droit parce il symbolise la baraka chez les Chaouis. Elle va la guider vers son mulet parce que c'est sur mulet-là qu'elle va retrouver son mari. Mais il y a une femme aussi qui jette des dattes. Voilà, c'est ça. C'est une femme sur la terrasse qui va sortir derrière elle. Elle va jeter les dattes. Le mulet va démarrer. Parce qu'à l'époque, le mulet représentait une passate, tu vois. Il va démarrer et derrière elle, il y a une autre femme qui va jeter de l'eau. L'eau, ça symbolise la vie, ça symbolise le bonheur. C'est comme un gage de bonheur, en fait. La fécondité, le sacré et le vivant. D'accord. Donc le mulet, on la met sur son mulet. Ouais. Et là, le cortège repart direction... Direction la famille de l'homme, parce que c'est là où la cérémonie se fait. Le mulet, en fait, il est attaché... on l'attache avec une ceinture. Il y a la bride et il y a aussi la ceinture, parce que la ceinture, elle symbolise la confiance, déjà, parce qu'il y a quelqu'un qui est choisi par le mari pour la récupérer, pour lui ramener sa femme. Pour lui ramener sa femme, oui, bien sûr, sa princesse. Et là, la ceinture, elle symbolise aussi... ça peut aussi symboliser le mahzam, ça peut symboliser l'utérus. Et du coup, on revient sur la fécondité et la fertilité de la femme. On a vraiment envie qu'elle ait des gosses, tu vois. Bah oui, c'est pour assurer la descendance. La descendance. Tourne autour de ça. Et donc le cortège repart et t'as la famille de la mariée aussi qui viennent avec elle. Il y a la famille de la mariée qui vient avec elle, qui repartent avec eux. Et ça reprend toujours avec les coups de feu, les youyou, le bendir, le gaspa. Au fait, c'est la joie, au fait. C'est ça. Et justement, une fois, il y a les 3 coups de feu.
Et il y a aussi les 3 jours de fête. Oui. On revient au chiffre 3. On revient au Chaque chiffre fois. 3, ouais. À chaque Ouais, fois, il y a ouais. le chiffre 3 qui... On parlera de ça une autre fois. Je pense que Voilà. la récurrence du chiffre 3 est assez troublante. Elle est troublante, mais ça peut être juste Une coïncidence. une coïncidence. Pas une coïncidence, mais quelque chose de simple, mais qui est là, qui est présente, quoi. Mhm. On en reparlera, on en reparlera. Donc il y a 3 jours de fête. Ouais, il y a 3 jours de fête. Euh, chez la famille de l'homme, ben, ça se fête comme ça. Enfin, c'est 3 jours. Il y a le bendir, il y a le gaspa, il y a le berboucha qui est là. Est-ce qu'il y Il y a... a... Et chaque journée, il y a une chose en particulier qu'on doit faire ou bien c'est juste 3 jours de fête Bah, écoute, je suis pas assez... Je pense que je suis pas assez informée pour te raconter C'est les la choses. personne qui pose des questions gênantes. Alors, est-ce que c'est... Tu vois, ça peut être quand je dis il y a 3, enfin je dis genre il y a 3 jours avec certitude, mais en vrai je suis pas sûre. Hein. Ça peut durer 3 jours, comme ça peut durer moins, comme ça peut durer une semaine. Tu vois, Mhm. genre ils disent 3 jours et 3 nuits, comme ça peut être 7 أيام et 7 ليالي, 7 jours et 7 nuits. Donc Oui. Moi, donc ça c'était dépend vraiment c'était un de... déjeuner, tu vois. C'était beaucoup plus... Comme ça peut être un petit déjeuner et un déjeuner, peut-être juste une petite kahwa sèche Voilà. sans gâteau. Oh, ça, ouais, c'est bon, merci. Merci, bonsoir. Et donc, et sinon, Voilà. pour toi, la mariée, est-ce qu'elle doit obligatoirement rester 1 an sans voir sa famille? En sevrage, Franchement, c'est non. pas selon moi, mais on va dire selon ce qui a été, on va dire, Oui. depicted, Dit. dit. Euh, Au bout d'une semaine, elle va revenir chez sa famille, je pense. C'était ça. Enfin, pardon, attends, je vais pas dire je pense, parce que c'est ça en fait. Au bout d'une semaine, elle revient chez sa famille pour voir sa famille. C'est aussi C'est simple un que ça. sevrage très court, tu vois. C'est pas un sevrage parce qu'ils sont pas là pour la couper de sa famille en fait. Ils sont juste, elle va juste vivre ailleurs quoi et revenir parfois lorsqu'elle voudrait. J'allais te poser la question sur au moment où la mariée est là, elle arrive chez son mari. Est-ce qu'il y a quelque chose en Mhm. particulier en fait qu'on lui fait ou est-ce qu'elle est, on va dire, reçue avec un rituel particulier ou Il y a un rituel effectivement qui est toujours d'actualité parce que moi je l'ai vu récemment, c'est-à-dire cette année. Quand elle arrive chez son mari, on lui donne un bol où il y a du dan, donc c'est du beurre, et elle doit mettre donc ses doigts, quelques doigts dans le beurre et étaler à côté de la porte ou sur la porte, ça dépend. D'accord. Donc ça Et symbolise ça à peu veut dire près quoi? de rentrer avec baraka, de rentrer avec baraka, avec Avec le qu'elle va khair, leur apporter de la richesse. de la richesse Voilà, et de la qu'elle va leur prospérité. apporter de la richesse. Voilà. Mhm. Donc ça, c'est Oui. vraiment le truc qui se fait encore aujourd'hui. Donc ça, je sais pas Oui. pourquoi quand il y a des trucs comme ça, qu'on perpétue, moi, ça me fait plaisir. Et je sais Moi pas aussi, pourquoi, tu vois. moi aussi. Alors C'est que pareil c'est que le... ultra superstition. C'est de la Mais, superstition pure, mais si mais c'est de la bonne je sais pas pourquoi superstition, ça me ça fait va. Hein. plaisir. Si c'est de la bonne superstition, on accepte, on prend. C'est pareil que le bornous. Le bornous, par exemple, on le fait toujours et ça existait aussi avant. Et c'est lorsque la mariée arrive chez son époux, il y a soit le père de l'époux qui va lui proposer son bornous, il va étendre son bornous sur elle, ou bien chez les Touaba ou les Bni Bousliman, il l'étale sous ses pieds et elle doit devoir marcher dessus. Ouh. Voilà, c'est le bonus magique des... T'es la bienvenue, essuie-toi les C'est la pieds. c'est bienvenue. bon. Vas-y. Et donc voilà, en fait, quel que soit, j'ai envie de dire que quel que soit X, ça reste relativement simple comme rituel. Ça reste simple comme rituel, mais ça aussi, ça nous pousse à se dire que
que C'est certains... un peu loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est proche et loin à la fois. C'est proche et loin et on a l'impression qu'aujourd'hui certains se forcent à Parce qu'on parlait tout à l'heure de classe sociale. C'est pas dans le côté... c'est pas pour dire que les gens ne se mélangeaient pas ou bien il y a des riches et des pauvres. C'est juste que on s'adaptait selon sa classe, selon ses moyens. On faisait un mariage. Voilà, on faisait un mariage selon ses moyens. On ne s'obligeait pas à faire... on va pas se saigner pour le mariage. L'important, c'est ce qui venait après, en fait. C'était pas vraiment la cérémonie qui importait. Voilà, si tu as des moyens, donc tu fais, comme tu as dit, le shart. Donc ils vont acheter du tissu, ils vont acheter des bijoux, ils vont acheter pas mal de choses pour la mariée. Mais s'ils n'ont pas, les autres ne vont pas exiger d'eux quelque chose en particulier, tu vois. Oui, dès le départ, tout le monde connaît la condition de l'autre, donc ils vont pas non plus le martyriser pour c'est pour comme si bijou, aujourd'hui on avait pris le mariage de la haute classe, on va dire, des riches, et que c'est devenu le mariage mainstream. Non mais c'est vrai, c'est devenu les conditions de tout le monde. Donc عندك شرط c'est 10 millions plus les bijoux plus نحنيو على je sais pas انا comment on appelle ça, حزام plus tu vois. On va rester sur le chiffre 3. Oui, تلت louisette في chaque main. Je pense que... Et du coup... Je rajoute les pieds alors. Donc tu vois, c'est pour ça que je dis on est proche et loin à la fois. C'est que l'esprit, on est loin de l'esprit, mais on est proche de certaines façons de faire. Oui, après on peut retrouver tout ce qu'on a pu trouver dans ses écrits et toi sur le terrain, on peut le retrouver aussi partout en Algérie. Ça fait partie de nous, on va dire. Ça a toujours été là et non, mais c'est bien aussi de comprendre en fait comment on est arrivé là aujourd'hui. Et là, on n'a pas dit beaucoup de choses. Hein. Ça, c'est vraiment une version très très soft parce qu'il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à présenter. Sinon, c'est pas un exposé de 5 heures, tu vois. Tu fais pas un exposé de 5 heures pour un non, podcast. C'est juste une petite discussion. Petite discussion chill. Inès, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi aujourd'hui sur les questions culturelles et traditionnelles de la région Chaoui. Le mariage, par exemple. Avec plaisir partagé. Oui, enfin, on a essayé de faire de notre mieux pour... on est vraiment en mode chill, on discute, on se raconte des choses. C'est pas du tout un exposé, c'est pas du tout une... c'est pas notre but non plus. Voilà, c'est pas du tout notre but. Comme la tradition le veut, à la fin de chaque podcast, on vous conseille une chanson Chaoui. À toi, Mona, qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs? Moi, je vous propose d'écouter la chanson Hadrouth du groupe Taflikt. C'est un jeune couple Chaoui qui sont trop gentils, très mignons et très talentueux. Merci, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Jamais